Bonjour à tous et à toutes. Malgré le petit problème, on enregistre ce webinaire sur l'Europe sociale pour en fait poser à un expert des questions qui ont été posées par des citoyens néo-aquitains. On sait que depuis le 1er janvier, la France détient la présidence du Conseil de l'Union européenne, et c'est-à-dire un moment très important parce que c'est pendant cette période-là qu'il y aura les gros enjeux qui seront mis sur la table. Et vu que la France aussi fait partie du trio européen avec la République tchèque et la Suède, il y a eu les grandes thématiques qui vont être traitées dans les prochaines 18 mois. Donc jusqu'au 30 juin 2022, il y aura cette place importante occupée par la France. Et déjà, la présidence s'est ouverte sur un slogan qui a été reconnu un peu partout, relance, puissance et appartenance, où la France a dégagé les trois thématiques principales, donc l'Europe plus souveraine, un nouveau modèle européen de croissance et aussi une Europe plus humaine. Donc une Europe plus humaine, c'est-à-dire on va vers tout ce qui est côté social et c'est à ça qu'on se rattache aujourd'hui avec vous, Madame Jessica Larsson, chef adjointe de la représentation de la Commission européenne en France, que vous êtes là aussi à Bordeaux pour la réunion informelle des ministres qui aura lieu le 14 et le 15 février. Merci pour être là. On va essayer de donner une définition de l'Europe sociale. Est-ce que vous pouvez tenter de définir qu'est-ce que c'est l'Europe sociale? À quel moment historique on a commencé à penser à cette Europe sociale et est-ce qu'elle est concrétisée dans le quotidien des Européens? Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci au Centre Europe Direct et à Lucia et à Sarah de leur invitation, de m'avoir invité à être là aujourd'hui pour vous parler, pour ce dialogue citoyen sur l'Europe sociale, sujet effectivement très important et très important pour la présidence française de l'Union européenne, puisque c'est l'axe prioritaire 3 sur une Europe plus humaine. Alors, les questions sociales, elles relèvent avant tout des États membres. L'Union européenne, elle a une compétence d'appui, mais nous allons voir que cette compétence, elle s'est développée au fil du temps et que on peut parler d'une véritable Europe sociale qui se construit. Donc, historiquement, l'Europe sociale, elle est présente depuis le début. Dès le traité de Rome en 1957, l'Europe sociale est mentionnée. On peut se référer à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, donc traité qui est arrivé après le traité de Rome, qui précise que l'Union européenne promeut, je cite, une économie sociale de marché, hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social. Donc, on ne parle pas d'une économie de marché, on parle d'une économie sociale de marché et on parle également donc de plein emploi et de progrès social dans le traité. Donc, il y a un clair soutien de l'Europe à la cohésion économique, sociale et aussi territoriale et au combat contre l'exclusion sociale et les discriminations. Cette Europe sociale, elle a connu un coup d'accélérateur en 1985. C'est vraiment, voilà, elle va prendre plus forme et également la notion de dialogue social européen vont prendre davantage forme en 1985 sous l'impulsion du président de la Commission européenne à l'époque, qui est Jacques Delors. Ensuite, il y a eu encore, je ne vais pas vous retracer toutes les étapes de la construction de l'Europe sociale, mais il y a une étape qui est très importante, qui est en 2017. En 2017, en Suède, à Göteborg, la Commission, le Conseil et le Parlement européen ont adopté le socle européen des droits sociaux. C'est un texte, certes, non contraignant juridiquement, mais qui fixe un cadre et des objectifs en matière sociale et qui a inspiré depuis plusieurs initiatives, comme la directive sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ce socle, il définit 20 principes appelés à guider les politiques sociales communautaires et nationales.
Je vais vous nommer quelques principes. Donc, il s'est structuré autour de 3 chapitres. Il y a un chapitre sur l'égalité des chances et l'accès au marché du travail. Dans ce chapitre, on a des principes comme l'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie. Le deuxième chapitre, c'est des conditions de travail équitables, dans lequel on a des principes comme des emplois sûrs et adaptables, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et puis, il y a un troisième chapitre sur la protection et l'inclusion sociale, dans lequel on a des principes comme l'accueil de l'enfance et l'aide à l'enfance, la protection sociale, les prestations de chômage. Je ne vais pas tout vous citer. Au sommet de Porto, en mai 2021, donc seulement quelques années après, ce socle a été rendu encore plus concret et 3 grands objectifs ont été fixés à atteindre d'ici 2030. Et donc, ces 3 grands objectifs ont été adoptés. Un concerne l'emploi, l'autre la formation et l'autre la pauvreté. Le premier objectif, c'est donc un emploi pour au moins 78% des 20 à 64 ans, donc la population active. La deuxième objectif, c'est une participation à des activités de formation pour au moins 60% des adultes chaque année, donc reconnaissant vraiment l'importance de la formation tout au long de la vie pour adapter ses compétences aux demandes du marché du travail. Et concernant la pauvreté, à minima, 15 millions de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale en moins d'ici à 2030. Donc, ce sont des objectifs ambitieux, mais en général, quand l'Europe fixe des ambitions, des objectifs, ensuite, il y a des mécanismes de coordination qui sont mis en place pour tous ensemble, les 27 États membres et la Commission européenne, parvenir à les atteindre. Donc, la politique sociale européenne, elle a comme objectif la convergence sociale vers le haut. On ne parle pas d'harmonisation de tous les systèmes, car la politique sociale est de la responsabilité des États membres et que la Commission veille à respecter chaque système et les différences des différents systèmes. Donc, on fonctionne plutôt en fixant des objectifs à atteindre, en promouvant aussi le partage de compétences. Et maintenant, je vais vous parler des 3 grands objectifs, des 3 grands outils dont dispose la Commission européenne pour avancer sur cette politique sociale. Alors, le premier grand outil, c'est l'outil législatif, qui permet de garantir des droits minimaux dans toute l'Union européenne. Les États membres sont libres de faire mieux que ces minima. Donc, par exemple, on peut parler de la directive sur le temps de travail qui limite la durée maximale de travail hebdomadaire à 48 heures, ou bien qui fixe l'âge minimal légal pour travailler à 15 ans. On peut aussi parler des mesures qui ont été prises pour la sécurité des travailleurs, notamment contre des agents chimiques, physiques et biologiques sur leur lieu de travail, par exemple. On peut parler aussi de la proposition de directives pour les travailleurs des plateformes qui fixent des critères pour définir le statut de ces travailleurs et également éviter les abus. Alors ensuite, on a l'outil de la coordination des politiques. Donc cet outil vise à fixer des objectifs et ensuite à tisser un dialogue avec les États membres pour avancer pas à pas sur ces objectifs. Donc, par exemple, dans le cadre donc, certes, cet outil n'est pas contraignant, mais il permet de définir, donc, comme je disais tout à l'heure, des objectifs communs. Donc, par exemple, les 20 principes du socle européen des droits sociaux, et d'échanger des bonnes pratiques, et également en conjonction avec les incitations que fournissent les fonds européens, permet d'avancer sur ces grandes thématiques. Le semestre européen est un exemple de cet outil et à ce titre, le volet social du semestre européen a été renforcé avec l'adoption du socle européen des droits sociaux, qui permet donc justement de suivre évidemment la situation. Le semestre européen, c'est le suivi de la situation économique et macroéconomique dans les États membres, mais également de la situation sociale et de plus en plus aussi des problématiques de transition écologique et numérique. De plus, les engagements
de plus, vous avez certainement entendu parler de Next Generation EU, le plan de relance européen doté de 800 milliards d'euros pour justement répondre à la crise sanitaire et aux conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire. Donc, pour bénéficier de ce plan de relance, les États membres ont dû faire un plan de relance national chacun. En France, c'est France Relance, qui est doté de 40 milliards de subventions européennes. Et pour accéder à ces fonds, les États membres ont dû devaient non seulement donc, montrer qu'ils allaient favoriser évidemment la transition climatique et numérique, mais tout ça dans la résilience économique et sociale. Donc le volet social est également très, très important. En France, par exemple, ce plan inclut une réforme santé et sécurité au travail qui va renforcer la prévention. Voilà. Après, donc, on a donc l'outil de coordination et on a aussi donc les fonds et notamment les fonds structurels. Sur la période 2014 à 2020, la France a bénéficié de 5,7 milliards d'euros au titre du Fonds social européen, mais également de presque 1 milliard d'euros au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes et notamment la garantie jeunesse. Et 499 millions d'euros au titre du Fonds européen d'aide aux plus démunis. Ce fonds qui permet d'aider des associations qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion. Au cœur de la pandémie, l'Union européenne a aussi mobilisé dans le cadre de son plan de relance 50 milliards d'euros pour un programme qui s'appelle REACT EU. REACT EU était un instrument destiné à faire face aux conséquences immédiates de la crise sanitaire. Donc, ça a permis d'injecter des fonds supplémentaires via les mécanismes des fonds structurels directement pour aider les régions, aider les villes à se fournir en équipement sanitaire pour les soignants, aussi à développer des dispositifs de formation et plein d'autres choses pour réagir à la crise. L'Union européenne a aussi mis en place le dispositif SURE. C'est 100 milliards d'euros qui ont été mis à disposition des États membres pour soutenir les mécanismes de chômage partiel. Contrairement à la crise financière de 2008, là, l'Europe et les États membres ont tout de suite misé sur le social et sur le fait de maintenir les travailleurs en situation d'emploi, même d'emploi partiel, parce que évidemment les entreprises ne pouvaient plus fonctionner avec des emplois pleins. Donc, a permis donc de favoriser ce mécanisme d'emploi de chômage partiel qui a évité de nombreuses faillites, mais qui a aussi permis aux travailleurs de rester en situation d'emploi, de ne pas se retrouver dans un chômage et quand l'activité a redémarré, d'être déjà en situation d'activité. Et donc le dispositif SURE permettait d'aider les États membres qui n'avaient pas ce genre de dispositif de soutien au chômage partiel, mais aussi d'aider ceux qui avaient ce mécanisme et pas assez de fonds pour le soutenir vu l'ampleur de la situation pendant la crise. Donc les fonds structurels, il faut aussi dire que c'est un outil de redistribution. On parlait de convergence vers le haut. Le cofinancement de l'Union européenne, il est supérieur pour les régions les moins développées par rapport aux régions les plus développées. Et j'ai vu dans les questions qui ont été soumises qu'il y avait des questions sur l'économie sociale et solidaire. Une partie des fonds structurels sont fléchés vers cette économie sociale et solidaire et notamment vers l'innovation sociale. L'Union européenne fait confiance aux acteurs de terrain pour développer des solutions et des bonnes pratiques et permet aussi ensuite à ces acteurs de terrain d'échanger au niveau européen sur ces solutions et ces bonnes pratiques et de s'enrichir mutuellement. Je vais vous donner quelques exemples de fonds européens à Bordeaux et dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour la période 2014-2020, qui est la dernière programmation
financière qu'on a eue. La nouvelle a commencé donc en 2021. Ce sont près de 2,5 milliards d'euros de fonds européens que la région donc, a obtenus. Je vais vous donner quelques exemples à la fois dans le domaine social, mais aussi dans le domaine de la transition écologique. Notamment, il y a eu un projet de mobilité douce développé dans la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Nord, le Coban. Un projet pour encourager que les trajets courts de courte distance se fassent à vélo, et notamment pour encourager les lycéens à utiliser le vélo pour se rendre à l'école. Donc, ce projet a été financé par l'Union européenne à hauteur de 235 000 euros, par exemple. Vous avez également à Bordeaux une association, Elle Burn, qui vient en aide aux femmes victimes de burn-out. Donc, cette association a également été soutenue par des fonds européens. Vous avez à Meymac une initiative qui s'est développée pour former des jeunes ou des adultes qui ont un bas niveau de qualification ou un niveau de qualification ne leur permettant pas de trouver un emploi, à se former au métier de la forêt. Et ceci afin de répondre aussi au développement de ces métiers et adapter justement proposer des formations qui permettent ensuite aux gens de trouver un travail et de répondre aux demandes des entreprises dans ce secteur qui recherchent une main-d'œuvre qualifiée. Dans la commune d'Agonac, il y a également eu le réaménagement de l'ancienne école maternelle en maison de santé. Cette maison de santé va accueillir 7 professionnels, des médecins généralistes, des infirmières, kinés, podologues, ostéopathes, et faciliter donc l'accès aux soins de santé et aussi permettre à ces professionnels de travailler en équipe au sein de ce centre. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain à Bordeaux? Donc, demain à Bordeaux va se tenir la réunion ministérielle informelle des ministres du Travail, autour d'un agenda qui est l'impact des transitions digitales et climatiques sur le marché du travail et comment peut-on y répondre. 3 points principaux vont être abordés. L'investissement dans les compétences, l'accompagnement des transitions professionnelles et le renforcement du dialogue social. On croit beaucoup au dialogue social au niveau de l'Union européenne qui permet de faire dialoguer les acteurs sur le terrain et au plus près du terrain et de trouver des solutions adaptées. Merci Jessica pour cette introduction bien précise qui nous a permis de fixer le cadre de ce dialogue citoyen. Un dialogue citoyen un peu atypique parce qu'en fait, on a lancé un lien qui nous a permis de recueillir les questions à l'avance et donc on a fixé, suite aux questions qui ont été posées, 3 grandes thématiques, économie et société, travail et économie, égalité de genre et jeunesse. Qu'on a vu que ce sont un peu les thématiques au cœur même de l'économie sociale et solidaire et quand même des préoccupations des citoyens néo-aquitains. Donc, je laisse Sarah commencer avec le débat et lancer le débat. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord? Oui. Pas de problème. Alors, du coup, je pense que je vais entamer le débat et la discussion autour de 3 questions. Vous y répondrez ensuite en suivant. Première question qui se rattache plutôt à ce dont vous parliez sur le levier financier, justement. Alors, au niveau des perspectives de l'économie sociale et solidaire dans l'Union européenne, nous, sur les territoires, ce qu'on connaît surtout, c'est le Fonds social européen, qui est l'un des plus vieux dispositifs, puisque c'est 1961. Donc, en fait, c'est vrai que l'Europe sociale, elle est déjà présente depuis assez longtemps sur nos territoires. Mais aujourd'hui, comment ce fonds social-là, vous parliez de la nouvelle programmation, comment ce fonds social-là va se renouveler
pour répondre aux enjeux de la transition écologique et de la transition numérique? Première question. Ensuite, j'aimerais que vous nous fassiez part de votre analyse sur ce paradoxe qui, selon moi, est assez intéressant. Au niveau de l'Union européenne, le social n'est pas du tout une compétence forte de Bruxelles, loin de là. Ça reste la prérogative des États membres. Pour autant, il y a quand même des attentes qui sont très très fortes concernant l'Union européenne, sur le chômage, sur les inégalités sociales, salariales. Donc, par rapport à ce paradoxe, est-ce qu'on pourrait un jour entendre parler plus d'une Europe-providence plutôt que d'un État-providence? Ça, ce serait ma seconde question. Et enfin, il y a eu une proposition de directive sur les salaires minimaux qui est sortie il y a peu. Est-ce qu'on pourra aussi parler de SMIC européen ou est-ce que la réalité est beaucoup plus complexe? Voilà, ce sont mes 3 questions, principalement. Je vous remercie. Merci, je vais essayer d'apporter une réponse. Donc oui, effectivement, dans la nouvelle programmation, le Fonds social européen est toujours là. Maintenant, on l'appelle même le Fonds social européen plus, puisqu'il avait intégré d'autres fonds, puisqu'on a essayé d'avoir aussi, dans ces nouvelles perspectives financières aussi, de simplifier les choses, donc il y ait moins de programmes pour que ce soit plus clair et plus facile aussi d'y accéder. Évidemment, la commission et notre présidente Ursula von der Leyen a vraiment mis comme priorité la transition verte et la transition numérique et également le social, que personne ne soit laissé au bord de la route dans ces transitions. Donc évidemment que le Fonds social européen est aussi là pour accompagner. Mais il y a également d'autres fonds qui existent, le fonds Just Transition, excusez-moi, les mots me viennent en anglais, le fonds également pour le climat qui permettent aussi de soutenir des transitions dans le domaine de l'écologie sur leurs aspects sociaux. Est-ce qu'on va vers une Europe-providence au lieu de l'État-providence? Alors, comme je l'ai dit, la politique sociale, c'est une prérogative forte des États membres. Et je pense que c'est une bonne chose parce que chaque État membre a sa culture de l'État-providence, a son histoire sociale, et c'est important que ce soit respecté. Je ne pense pas qu'on veuille d'une Europe qui harmonise et qui impose un système, surtout quand on touche à quelque chose d'aussi sensible que la protection sociale, qui encadre le système du soin de santé, qui encadre la protection face au chômage, qui encadre la prise en compte et l'accompagnement de la vieillesse. Donc vraiment tous les grands risques de la vie. Et par contre, ce que peut faire l'Europe pour répondre aux attentes fortes et légitimes des citoyens, c'est effectivement toujours cette visée de convergence vers le haut et de fixer des minima pour que il y ait quand même un mouvement vers le haut, des objectifs. On parlait tout à l'heure du socle européen sur les droits sociaux, qui est une très grande avancée avec ces 20 principes qui sont d'ailleurs mesurés. Il y a un scoreboard, des indicateurs qui ont été définis où chaque pays est mesuré selon certains indicateurs, ce qui permet de voir à chaque pays où il se situe, là où sont ces zones de faiblesse, où il y a besoin de travailler, de faire des réformes. Et tout ça est suivi dans le cadre du semestre européen, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour justement s'assurer que les réformes sont faites pour cette convergence vers le haut. Après, vous parliez de cette directive, donc c'est une proposition que nous avons faite sur les salaires minimaux, qui est encore en cours de discussion et de négociation avec les co-législateurs, à savoir le Parlement européen et le Conseil. Alors, sur ça, la Commission européenne ne propose pas de fixer un niveau de salaire minimum en Europe. Par contre, ce que souhaite la Commission, c'est pousser à ce que
chaque citoyen européen puisse vivre de son travail et qu'il y ait des salaires minimaux soient adéquats pour pouvoir vivre dignement. Hein. Ça, c'est quelque chose, c'est plutôt un principe qui est important. Il faut partir du constat aujourd'hui qu'il y a quand même une forte répartition, un fort écart. Si on prend le pays si on prend la Bulgarie où le salaire minimum est autour de 300 € et le Luxembourg, je crois qu'on est dans un rapport de 1 à 7 en termes de différence de salaire minimum. Après, donc la Commission européenne n'est pas en train d'essayer d'imposer le niveau d'un salaire minimum. Je pense que si aujourd'hui on imposait à la Bulgarie de fixer le salaire minimum du Luxembourg, je pense que ce serait un peu compliqué pour l'économie bulgare. Donc c'est pas du tout la démarche. Par contre, on part du principe, on invite les États membres à favoriser les négociations collectives. Si on observe ce qui se passe dans certains États membres, on se rend compte que dans la majorité des États membres affichant des niveaux élevés de salaires minimaux par rapport au salaire médian, la couverture des négociations collectives dépasse 70%. Donc, on encourage vraiment, donc notre proposition, elle vise à favoriser les négociations collectives et pas à fixer un niveau de salaire minimum, ce qui d'ailleurs n'est pas de notre compétence. D'accord, merci beaucoup. Autre thématique qui a été soulevée, celle liée au travail. En fait, bon, vous l'avez même dit, la condition des travailleurs sur les plateformes s'est poussée et peut-être même la crise liée à la Covid l'a montré encore plus cette problématique et tout ce qui en dérive. Donc, la question qu'on nous a posée, c'est en fait qu'est-ce que l'Union européenne peut faire pour mettre fin à cette condition de précarité des travailleurs des plateformes et surtout ceux qui proviennent des pays hors Union européenne parce qu'il y a eu ce constat que parfois ce sont des travailleurs hors Union européenne qui se retrouvent à faire cet emploi. Et toujours en lien avec ce que vous nous avez dit, comment en fait l'Union européenne pourrait aller vers cette économie verte, juste, équitable, pour que cette transition écologique et numérique soit faisable et que tout le monde puisse suivre même cette procédure. Ok. Alors oui, effectivement, bon, la pandémie, elle nous a permis déjà de nous rendre compte de l'importance du numérique. Je crois qu'on était a tous eu besoin de s'accrocher au numérique, au digital pour pouvoir continuer à travailler et être en lien avec nos familles, nos amis, nos proches. Et aussi l'importance, donc, voilà, et donc, je vais en venir aux travailleurs des plateformes. Donc, en fait, la Commission a également fait une proposition. Dans cette proposition, ce qu'on fait, en fait, le but, c'est d'éviter les abus, hein, toujours la situation, et évidemment de protéger les travailleurs par rapport à la catégorie de travailleurs dans laquelle, enfin, par rapport à la réalité de leur travail. Cette proposition de directive, elle fournit une liste de critères de contrôle permettant de déterminer si la plateforme est un employeur ou pas. Et dans ce cas, si le travailleur peut bénéficier d'un statut d'employé, de salarié, qui évidemment le protège davantage qu'un statut d'indépendant. Donc il y a des critères de contrôle, par exemple, qui a le pouvoir de déterminer le niveau de rémunération, d'en fixer les plafonds, la supervision de l'exécution du travail par voie électronique, la possibilité de fixer des règles impératives spécifiques en matière d'apparence, de conduite à l'égard du destinataire du service ou d'exécution du travail. Donc, il y a 5 critères comme ça qui ont été définis. Si les plateformes répondent à 2 de ces critères, alors elles sont considérées comme employeurs. Et on a aussi un petit peu inversé la charge de la preuve qui, en fait, pèse sur les plateformes à ce moment-là de réfuter, de dire non, on n'est pas employeur.
Alors, le statut de travailleur salarié donne le droit, donc ça comprend donc le droit à un salaire minimum lorsqu'il existe dans le pays, le droit à la négociation collective, à la protection du temps de travail et de la santé, aux congés payés, un meilleur accès à la protection contre les accidents du travail. Donc, il y a toute une série, une volet de droits qui s'ouvre évidemment avec ce statut. Donc, ça, c'est la proposition qui est maintenant sur la table des discussions. Pour ce qui est de l'économie verte, juste et équitable, donc il y a eu déjà un énorme package de la Commission européenne, donc le Green Deal pour une économie verte qui a été adopté dans un temps record après l'arrivée de la présidente Ursula von der Leyen à la tête de la Commission et qui a été suivi récemment par le paquet Fit for 55 qui vraiment fixe un plan d'action pour arriver à une Europe décarbonée. Donc, il y a tout un plan qui a été fait et ce plan, évidemment, tient compte également des dimensions sociales avec donc ce fonds pour une transition juste et donc pour accompagner les choses et les perspectives financières qui ont été mises en place en même temps que le plan de relance visent évidemment, sont évidemment alignés avec ces objectifs. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en adéquation les outils dont dispose la Commission européenne, à la fois les outils législatifs, les outils financiers, donc par exemple avec la facilité pour la reprise et la résilience qui dispose de plus de 700 milliards d'euros et cette facilité donc, qui est distribuée aux États membres en fonction de leur plan de relance et donc ces plans de relance qui doivent inclure ces priorités climatiques, environnementales, numériques et également sociales, avec des réformes, avec des projets qui permettent à la Commission de valider et au fur et à mesure de payer les différentes tranches de paiement. Donc voilà, de nouveau, une impulsion donnée au niveau européen, mais qui est ensuite déclinée par des mécanismes de coordination et aussi par des fonds pour s'assurer, on fixe des objectifs ambitieux et on avance tous ensemble sur ces objectifs. En 2022, année européenne de la jeunesse, on a même eu la chance en fait de traiter cette thématique-là. Donc, Sarah, je te laisse entamer la dernière thématique aussi de l'échange. Oui, une thématique qui est plus axée du coup sur l'inclusion et sur la jeunesse. Donc, je vais clôturer avec deux petites questions. Déjà, comment rendre le marché du travail européen plus inclusif et plus égalitaire vis-à-vis des personnes handicapées, vis-à-vis de la condition des femmes et de l'accès au marché du travail. Et dernière question aussi par rapport à la jeunesse, comment faire prendre conscience aux jeunes que l'Union européenne, c'est un espace d'opportunité, que c'est un espace de montée en compétences et qu'elle a des réponses à leur apporter sur le plan de l'emploi aussi. Dans un contexte qui est quand même loin d'être facile sur le plan du marché du travail. On sort de pandémie, c'est très compliqué. Et quelle réponse la Commission européenne, Bruxelles, a apporté à ces jeunes-là? Voilà, ce sera tout. Merci. La jeunesse, évidemment, c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur, qui est extrêmement important. Chaque année, la présidente de la Commission européenne s'exprime en septembre dans ce qu'on appelle le discours sur l'état de l'Union, the State of the Union. C'est un moment très important, c'est vraiment un peu la rentrée politique européenne qui se joue avec ce discours. En septembre 2021, prenant acte des efforts qu'avait consentis la jeunesse pour protéger les plus vulnérables pendant la pandémie. On repense au confinement, on repense à tous ces sacrifices qui ont été demandés aux jeunes. La présidente, elle a salué la résilience et
l'action admirable des jeunes qui se sont soumis aux règles pour protéger. Elle a également tout le plan de relance européen. Il est là pour les futures générations, la transition écologique, la transition numérique. C'est vraiment un plan qui s'appelle Next Generation EU et dont la visée est vraiment de faire au mieux pour nos futures générations et nos jeunes aujourd'hui. Alors, ces jeunes, on a très, très envie de les entendre dans le débat européen. Donc, vous savez que se déroule en ce moment la conférence sur l'avenir de l'Europe, avec des dialogues citoyens, avec des plénières pour permettre de recueillir les idées des citoyens. Donc, l'idée est vraiment aussi d'inclure dans cette conférence la voix des jeunes, donc d'accéder aux jeunes. Je peux vous dire que nous, à la représentation de la Commission européenne en France, on a mis en place tout un plan d'action pour aller vers la jeunesse et dialoguer avec la jeunesse et entendre leurs idées, leurs propositions, accéder à une jeunesse la plus représentative possible. Ça, c'est extrêmement important. C'est un enjeu démocratique pour pouvoir entendre tous les points de vue et pouvoir y répondre par des actions politiques adaptées. Cette jeunesse, je veux aussi lui rappeler l'outil Erasmus et je remercie les centres Europe Direct, les centres Info Jeunes d'expliquer aux jeunes les possibilités qu'Erasmus peut leur offrir. Ce n'est pas que pour partir étudier, ça peut aussi être pour l'apprentissage, pour les stages. Donc, il y a plein d'opportunités. Le budget d'Erasmus a été quasiment doublé dans les nouvelles perspectives financières. Donc, je pense que ça montre aussi l'importance que la Commission européenne, que l'Europe donne aux jeunes et à cette mobilité des jeunes pour aller à la rencontre de l'autre en Europe, de pouvoir palper cette Europe. La présidente a aussi annoncé un nouveau dispositif lors du discours sur l'état de l'Union, ALMA. Donc, ALMA va vraiment viser à aller toucher la jeunesse le plus en retrait. Vous parliez tout à l'heure, que peut faire l'Europe pour les gens les plus éloignés, les plus vulnérables par rapport au marché du travail. Et en tout cas, pour ce qui concerne les jeunes, c'est vraiment aller au-devant et déployer des dispositifs pour les ramener dans le marché du travail. Je voudrais vous rappeler aussi qu'il existe la garantie pour la jeunesse qui a été mise en place en 2013 et renforcée en 2020. Avec ce dispositif, les pays de l'Union européenne se sont engagés de garantir à tout jeune de moins de 30 ans une offre d'emploi, une formation continue, d'apprentissage ou de stage dans les 4 mois qui suivent la perte de son emploi ou la fin de ses études. Voilà, donc vous avez quand même, donc, par exemple, Un jeune, une solution, tel que c'est déployé en France et financé en partie par des fonds européens pour soutenir justement l'accès des jeunes au marché de l'emploi. Voilà. Merci Jessica pour toutes les précisions que vous avez pu apporter. Donc ça, c'était qu'une partie des questions qu'on a eues, bien sûr. Peut-être on en aura d'autres une fois que la vidéo sera mise en ligne et on essaiera soit nous de notre côté d'apporter des réponses avec ce que vous avez déjà précisé, soit on essaiera de revenir vers vous. Et juste là pour conclure notre petit live, en fait, quelle est votre presque espérance de séjour de travail avec la réunion informelle? Qu'est-ce que vous pensez que ça puisse apporter au panorama européen, cette rencontre? Alors, comme vous l'avez dit, c'est une réunion ministérielle informelle. Donc, dans ces réunions ministérielles informelles qui sont habituelles, par rapport à une réunion, un conseil formel, les ministres ont un peu plus de pression d'arriver à un résultat, à des conclusions. Dans une informelle, il y a plus le temps de la discussion ou du débat sur des choses qui ne sont peut-être pas encore sur la table.
Donc un échange plus libre. Il faut savoir aussi que c'est le fonctionnement même de l'Union européenne, hein, c'est de se parler, se mettre ensemble autour de la table, hein, d'échanger, de comprendre quelles sont nos différences, quels sont nos points communs et comment on va pouvoir avancer ensemble sur nos objectifs communs. Donc pour moi déjà, le fait que les ministres des 27 États membres se rencontrent, se mettent tous autour de la même table pour discuter des mêmes sujets et pour faire avancer l'Europe sociale. C'est un point de départ. Oui, enfin, c'est la méthode communautaire, c'est de se mettre ensemble autour de la table et de trouver ensemble des solutions. Et c'est aussi la force du compromis qui se dessine à travers ces moments de dialogue et d'échange entre les ministres. Donc c'est ça le plus important, j'ai envie de dire, c'est aussi la méthode et la manière d'avancer. On le voit dans un monde où les tensions géopolitiques s'avivent un petit peu. L'Europe est quand même un modèle de dialogue démocratique, hein, et de méthode de forger des compromis entre des États membres très différents et d'arriver à continuer à avancer et à se mettre d'accord et à trouver des solutions. Donc voilà, et à la clé, c'est quand même un pôle l'Europe est quand même un continent de stabilité. Et ça, il faut le rappeler. Merci beaucoup. Merci à vous.